Bonjour et bienvenue, c'est Electron et vous êtes sur la vidéo à ne pas manquer. Qui vous soyez, quoi que vous vouliez, vous allez voir qu'ici il y a tous les bons conseils. Alors vous avez vu dans l'intro, je mets la barre mais méga haute. Pourquoi? Parce que cette vidéo va vraiment être pleine mais bourrée de bons conseils pour pas se faire arnaquer et en tout cas pour rouler en toute sécurité. Que vous ayez un véhicule chez vous, que ce soit un vélo, une trottinette, une gyroroue, une voiture et même une moto, tous les conseils vont être ici. Que vous soyez sur le point d'acheter n'importe quoi, que ce soit un véhicule ou autre, dans un magasin ou d'occasion, je vais vous faire le point sur toutes les astuces pour ne pas se faire arnaquer. Premièrement, comme moi, vous aimez certainement de temps en temps surfer sur le Bon Coin où vous voyez passer des annonces sur Facebook. Premièrement, moi ce que je vous conseille, c'est de cibler le minimum de modèles. Donc là, on va prendre en exemple la trottinette, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Donc ici, c'est une Xiaomi qui a 3000 km. On va dire que vous avez envie de débuter dans le monde de la mobilité électrique, que vous vous êtes dit pourquoi pas une Xiaomi, tout le monde en parle. Du coup, allez, je jette mon dévolu sur la Xiaomi M365. Je voudrais un modèle en bon état qui a moins de 2 ans. Et mon budget, il est par exemple de 150 €. Alors, vous êtes sur le Bon Coin et vous tombez sur une annonce. Sur une annonce, on a souvent un numéro de téléphone, on peut peut-être avoir un email et on a surtout le nom du vendeur. On a aussi des fois un raccourci pour voir si ce vendeur a plusieurs types d'autres appareils à vendre. Moi, clairement, si le vendeur affiche des prix défiant toute concurrence et qui vend plusieurs objets exactement identiques, je me dis que le mec, il est spécialiste. Donc je sais que je vais aller voir un semi-pro, en tout cas, pas quelqu'un qui connaît la machine qui vous vend. Il vend des objets, il s'en fout. S'il en vend 10, il ne peut pas être monté sur les 10, il ne peut pas avoir un vrai historique sur les 10 véhicules. Donc moi, ce genre de vendeur-là, j'excite. Si vous êtes sur le point donc d'acheter à un vendeur, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de vérifier d'abord un check Google. Vous vérifiez son numéro de téléphone, vous vérifiez son nom de vendeur, son email et vous faites à côté une petite recherche avec le mot arnaque. Si vous n'avez rien qui apparaît, c'est déjà un petit peu plus rassurant. Ce conseil-là, c'est une très bonne idée également si vous êtes sur le point d'acheter quelque chose sur un site internet, sur une page Facebook ou même si vous voulez vous rendre dans un magasin parce que sur internet, vous allez trouver les avis et s'il y a d'autres personnes qui sont passées avant vous et qui se sont fait arnaquer ou qui ont eu un mauvais retour du magasin, c'est le moment d'en profiter à vous avant l'achat. Faites attention quand même parce que quand on va regarder les avis d'un magasin, il y a souvent 5 avis qui sont de mèche avec le magasin et qui sont vraiment très bons. Souvent, on a aussi tous les utilisateurs mécontents, donc il faut faire la part des choses. Par exemple, la Xiaomi, elle a été ultra répandue dans le monde entier. Donc forcément, comme on se plaint plus facilement qu'on dit qu'on est content, elle aura pas mal d'avis négatifs. Donc à vous de faire un petit peu le filtre avec cela en vous disant quand même que la plupart du temps, quand on achète un produit, on pense qu'on a payé le prix, on en profite et on oublie de revenir dire que tout était bien. Donc faites un petit peu votre ration dans votre tête, regardez si les commentaires ont l'air pertinents ou non, mais ça donne vraiment un bon avis sur un magasin d'aller un petit peu gratouiller sur Google. Moi, ce que je fais, c'est que les avis très négatifs, j'en retire 3-4. Les avis très positifs, j'en retire 3-4 des meilleurs aussi. Et comme ça, je prends la tranche du milieu en me disant qu'il y a des gens qui sont vraiment de très mauvaise foi et qui veulent absolument casser l'image du magasin. Et à contrario, on a toujours un copain du magasin qui veut lui mettre des bons avis pour pousser un petit peu son pote qui tient sa boutique. Donc fort de tous ces conseils, on a déjà écarté pas mal de choses. Donc on va aller regarder le modèle qu'on a choisi, sur lequel on a pu se renseigner. Donc c'est pareil, faites très attention. Si vous êtes sur le point d'acheter par exemple un speed bike, il faut savoir faire la différence entre un speed bike et un vélo électrique. Le speed bike va se présenter, se vendre et s'acheter quasiment pareil que votre véhicule. Pourquoi? Parce qu'il a une carte grise. Carte grise, certificat de vente et derrière les démarches administratives pour que vous le rentriez vous en votre possession vis-à-vis de l'administration. Si vous êtes sur un véhicule plus classique comme la trottinette électrique, eh bien c'est le moment de demander si le propriétaire a sa facture, si le propriétaire a un historique du véhicule, qu'est-ce qu'il a fait avec, etc., etc. Faites aussi bien attention dans les annonces. Il arrive parfois que ce soit des erreurs, parfois que ce soit induit exprès. C'est bien vérifier que le modèle qui est devant vous, c'est le modèle que vous recherchez, que le kilométrage annoncé, c'est bien celui
qui était marqué sur l'annonce. Et puis après, à vous de regarder un petit peu l'aspect général. C'est là qu'en vient tous les bons conseils pour tout le monde, puisque l'aspect général, c'est à vous de vérifier votre machine quand vous l'avez depuis un moment, quand vous allez la prêter. Et ce sera les mêmes conseils qu'on va trouver quand on est sur le point d'acheter une machine, même si elle est neuve. Il y a des machines qui sont conçues avec des défauts énormes que je vous déconseille d'acheter. Alors, c'est parti pour éplucher un véhicule d'occasion et pour en voir son état. Alors, ici, on peut imaginer s'il y avait une annonce, le propriétaire aurait certainement omis de nous indiquer le kilométrage de la machine. Et ce n'est pas vraiment super important sur ce type de véhicule électrique si on prend bien en considération chaque élément un par un, à savoir le châssis, le moteur, la batterie, et que tout cela sont en bon état. Parce que moi j'ai vu des machines qui avaient 300 km qui étaient complètement rincées. Ici on en a une qui a 3000 km, parce que c'est quand même plus qu'un Paris-Moscou. Bref, vous êtes renseigné, vous avez posé la question, depuis quand il l'a, combien de kilomètres il a fait avec, est-ce qu'il a eu des soucis, est-ce que la machine fonctionne très bien. On va dire que tout ça était bon et vous vous déplacez sur place. Première chose, vérifiez bien tous les points que vous avez demandé par message. Il y a peut-être eu une omission, peut-être qu'il aurait oublié des kilomètres sur la route et d'autres choses comme ça. Donc, premier point, c'est qu'on va regarder son état général. C'est bien le modèle qui correspond à l'annonce. Maintenant, on va regarder point par point ce qui se passe. Tout simplement, on va monter et redescendre. Donc, tout en haut, qu'est-ce qu'on a sous les mains? Des commandes. Donc ici, on a une machine qui a 3000 km. Chez Xiaomi, c'est la petite maladie. Les poignées s'usent assez vite. 3000 km, les poignées sont complètement lisses. Ça veut dire tout simplement que si vous êtes censé avoir une Xiaomi toute neuve avec 0 km, eh bien les poignées elles doivent être toutes neuves, il ne doit pas y avoir de marque d'usure. Et ça marche également sur toutes les commandes de vos motos, sur toutes les commandes de votre voiture. Une voiture qui a 200 000 km, ça commence à se voir au niveau du pommeau, au niveau du volant. Les garnitures de siège, elles commencent à avoir une patine, voire elles sont abîmées. Si vous êtes censé avoir peu de kilomètres, il n'y a pas de raison que l'intérieur ne se soit usé extrêmement vite. Donc, les commandes, elles sont usées. Forcément, c'est une machine qui a beaucoup de kilomètres. On peut tester l'accélérateur. On doit avoir un accélérateur fluide. Il ne doit pas y avoir d'à-coups, pas d'avoir de coupure. Et ça ne doit pas être très dur à manipuler. Donc là, la machine est démarrée. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est écouter le moteur. Donc, je n'ai pas de coupure. J'ai une accélération fluide. Là, il faudrait se méfier parce que le régulateur, il a été enclenché. Le mieux, c'est de demander au propriétaire pour la découverte de retirer le régulateur de vitesse. Et à vitesse à peu près de moitié de la puissance maximale du moteur, j'ai aucune vibration, il n'y a pas de son désagréable, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de bruit de roulement. Je regarde le contour de jante, la jante elle est vraiment bien fixe, elle ne bouge pas du tout, parce qu'un coup dans la jante, ici c'est une jante avec le moteur à l'intérieur, ça pourrait vite coûter cher. Et ça me semble correct. C'est le moment de regarder si au freinage, ça coupe le régulateur. Le freinage semble fonctionner. La commande vient se durcir au fur et à mesure que j'écrase le levier de frein. Donc ça me paraît être un freinage correct. Normalement, le levier de frein ne doit pas venir toucher le guidon. Sinon, c'est qu'il n'est pas assez tendu. C'est le moment de redescendre au niveau du freinage. Niveau du freinage, si c'est un frein à disque, eh bien, on regarde l'état des plaquettes, l'état du disque. Si c'est un frein à tambour, on ne peut pas voir ce qui se passe dans le tambour. Par contre, il y a un petit boulon qu'on vient resserrer, resserrer, resserrer au fur et à mesure que ça s'use. Quand c'est serré à fond, c'est simplement qu'il n'y a plus du tout de garniture, que le tambour à l'extérieur, il est mort. Et un tambour mort, par exemple, sur un scooter électrique, eh bien, c'est carrément la jante entière qu'il faut changer. Donc, soyez vigilants et quand il y a un petit truc que vous ne sentez pas, posez la question au vendeur. La plupart des vendeurs vont vous répondre « c'est pas grave, ça coûte rien, ça va vite à changer ». Ok? Alors fais-le toi-même. Moi, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous dire. Si le vendeur est de bonne foi, qui veut vous préparer, qui veut vous vendre une machine, je ne comprends pas pourquoi il ne l'a pas fait lui-même. Il la connaît bien, la machine, il est censé l'avoir depuis longtemps. S'il ne l'a pas fait, c'est forcément qu'il y a un petit truc caché, une petite anguille sous roche, comme on dit. Donc, freinage OK. Commande OK. On peut checker gentiment tout ce qui est vis, fixation, voir s'il ne manque pas à un endroit ou à un autre. Un cache, quelque chose qui pourrait nous montrer que le véhicule n'a pas été entretenu ou qu'il est endommagé. Donc là, il y a une béquille latérale, tout va bien. Je n'ai pas l'impression qu'il manque des boulons. Je peux bouger ici et là. Rien du tout. Tout est bien fixé. Sur une trottinette, ça va être assez facile de la retourner, de regarder ce qui se passe en dessous. Ça pourrait permettre de voir si elle n'a pas subi des chocs, si fréquemment elle n'a pas pris des bordures.
Là, ça me semble correct. J'en profite pour voir si les câbles électriques qui sont cachés en dessous n'ont pas été abîmés. Là, au niveau du garde-boue arrière, je vous montrerai aussi. On a tout un câblage qui vient alimenter le feu stop. Et ça, c'est la maladie de cette machine-là. En parlant de maladie d'une machine, pareil, quand vous avez focalisé sur un type de véhicule, regardez si derrière, il n'y a pas une communauté. Dans cette communauté, vous allez avoir tous les indices qui vous permettront très facilement de localiser le problème du modèle même que vous avez envie. Par exemple, une Xiaomi M365. Son gros problème, garde-boue arrière qui casse très facilement. Pour deux raisons. Déjà parce qu'il est fixé que par le devant. Donc là, ce n'est pas le cas parce que Chuck nous a mis un renfort à l'arrière. Deuxièmement, parce que certains utilisateurs prennent l'habitude de poser le pied sur le garde-boue arrière, voire pire, de freiner avec le garde-boue arrière. Et sur cette trottinette-là, ce n'est pas du tout prévu comme ça. Donc, il faut être attentif là-dessus. Deuxième chose, il faut être attentif à l'état des pneumatiques. Il y en a qui disent que c'est une corvée de réparer les pneus là-dessus. Moi, je ne trouve pas que c'est le cas. Maintenant, ce serait quand même dommage sur une petite trottinette à bas prix de partir avec des pneus lisses. Donc, on va regarder tranquillement. On va faire le tour du pneumatique pour regarder s'il n'est pas abîmé. On peut vérifier sa pression également. C'est là qu'il faut être aussi un peu attentif. Parce que des fois, on voit un pneu qui commence à être usé. Et quand on a cette sensation-là, souvent, c'est que le pneu est mort. Je m'explique. Un pneumatique de moto doit avoir un minimum de structure d'1 millimètre. Donc 1 millimètre, c'est pas mal quand même pour un pneu. Pour avoir envie de se fier au témoin d'usure. Sauf que toutes les marques ne jouent pas le même jeu. Certains mettent le témoin d'usure à 0,6 mm. Ça veut dire qu'avant qu'on l'atteigne, le pneu est déjà mort. Et d'autres, alors que ce soit pour vendre du matériel ou pour votre sécurité, ça je ne sais pas, mettent leur témoin d'usure à 1,4 mm. Donc un peu avant que le pneu soit mort. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment s'y fier. Mais franchement, visuellement, quand vous voyez un pneu fatigué, considérez-le comme mort, surtout si c'est pour un achat. Mais si c'est pour une sortie du véhicule au printemps, sachez qu'il va falloir absolument, très prochainement, changer le pneumatique. Et sur cette trottinette-là, neuve, elle est vendue avec des roues gonflées. Moi, j'ai entendu dire très fréquemment qu'il y a des personnes qui montent des pneus durs sur la Xiaomi. Ça crée des vibrations qui détériorent la batterie et les pièces électroniques. Ça abîme même les roulements. Donc pareil, pour écouter si un roulement est sur la fin, eh bien on fait tourner la roue. Si on n'a pas un frottement métallique, c'est que le roulement a l'air d'aller bien. Et donc ça, déjà, c'est des ennuis en moins. On a regardé la jante devant, on peut regarder l'état de la jante derrière. C'est assez simple. Quand la roue tourne, vous regardez le bord de jante et à aucun moment, ça ne doit louvoyer. Ça peut louvoyer légèrement à fond. Là, on arrive sur beaucoup de modèles. Quand vous élancez le moteur à fond, on peut avoir un petit tremblement, un petit louvoiement. Mais ça, c'est parce qu'il tourne dans le vide, plein pot, et on a un petit balourd avec la valve. Et parfois, c'est juste le montage du pneumatique. Donc, on a parlé des chaussettes, on a parlé des freins, on a regardé la structure générale de la machine. Il faut regarder surtout les points d'impact en cas de chute des deux côtés. Ça peut permettre aussi de visualiser que le véhicule a pris des chocs. Donc ici sur la trottinette, il n'y a pas de griffe, il n'y a pas de coup de nulle part. Aussi, un petit point très important, c'est regarder toutes les extrémités, tous les latéraux, prendre et faire le tour de son véhicule pour voir s'il n'y a pas des griffes, s'il n'y a pas des changements, des variations de couleur. Normalement, sur un véhicule, quand il y a des carénages, ils doivent tous être parfaitement alignés. Pareil avec les optiques, les phares, etc. Quand il y a des différences de profondeur, quand les carénages ne sont pas parfaitement parallèles ou que les optiques sont un peu de travers, souvent, ça laisse penser que le véhicule a été endommagé. Donc, vous avez fait le tour du véhicule. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le bois dur. Ici, sur une trottinette, la priorité, c'était les freins. La seconde chose très importante, c'est la colonne de direction. Elle doit tourner très parfaitement, sans point dur, des deux côtés, qu'elle soit dans le vide ou pendant le roulage. Ensuite, s'il y avait des amortisseurs ou des fourches, visuellement, on peut déjà regarder si le travail semble se faire correctement. Sur un fourreau de fourche, il ne doit pas y avoir de traces d'huile. Pareil pour au niveau du dispositif de freinage, si celui-ci est hydraulique, on doit avoir tout comme il faut, sans aucune trace d'huile nulle part. Cela pourrait refléter d'une fuite qui pourrait engendrer des réparations un petit peu coûteuses, voire presque impossibles sur certains modèles, comme nous en trottinette, qui sont très peu répandus, où personne ne peut réparer. Un fourreau de fourche qui fuit sur certaines trottinettes, ça peut être une fourche complète à devoir racheter. Donc ça, c'est vraiment un point. Pareil,
Si vous achetez un véhicule, moi je vous conseille de prendre un produit répandu avec une grosse communauté. Ça vous permet d'avoir plein de pièces détachées tout le temps et qu'à tout moment, vous pourrez changer la pièce qui vient à défaillir pour continuer à rouler avec. Si vous prenez une marque que vous ne trouvez déjà pas sur Internet, c'est compliqué par la suite de trouver les pièces détachées. Alors il y a un point sur la trottinette très particulièrement, mais c'est aussi le trolley un peu de la gyroroue, c'est le lock. Le lock, souvent, il y a une sécurité. Donc la sécurité est-elle présente, est-elle en bon état? C'est pas compliqué, hein. Vous regardez s'il y a des choses qui bougent, s'il y a des choses qui viennent dans les mains. Mais avant toute chose, quand elle est fermée, lockée, est-ce qu'il y a du jeu? Sur cette machine, il y a 0 jeu. Alors, le lock, comment fonctionne-t-il et fonctionne-t-il bien? Laissez le propriétaire ou le vendeur de la machine vous expliquer. Si c'est si facile et si c'est si simple, il doit vous le montrer très simplement et très facilement. Moi, ça m'est déjà arrivé dans des magasins qu'on m'explique que le vélo pliant est très facile à plier et le vendeur même n'y arrive pas, galère, appelle un autre de ses collaborateurs, finalement il galère à le faire, ou alors il y a des objets qui ne marchent pas et il te dit sur un matériel neuf d'exposition, ouais mais là c'est pas grave, c'est parce que, non c'est pas parce que. Si le professionnel est professionnel, il est censé nous montrer du matériel qui fonctionne parfaitement et comme il a des pièces détachées, il n'a pas de raison de nous proposer du matériel cassé ou endommagé. Alors pourquoi il n'y a pas de jeu du tout? Déjà parce que Chuck il a été très soigneux et puis tout simplement parce qu'au fur et à mesure, quand la trottinette a commencé à prendre un petit peu de jeu, il a rajouté un petit bout de caoutchouc. Donc ça vous semble bizarre, ben vous demandez à l'utilisateur pourquoi il y a cette petite partie qui a été rajoutée dans le lock. Tout simplement, je pense que celui qui a fait ça pourrait vous l'expliquer et en plus ça fonctionne très très bien. Pareil, là, pour replier, on se pose les bonnes questions. Moi, je pense vraiment qu'un bon utilisateur donne les bons conseils. Donc là, je lui remets son petit caoutchouc. Je ferme ici au niveau du lock. Je mets les pieds sur la machine. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de bruit bizarre. Ça, c'est plutôt rassurant. Donc, je vais rallumer la machine. Je ne vais pas oublier de vérifier. C'est tout con, mais là, c'est une sonnette. Si elle fonctionne bien, si c'est un klaxon, je vérifierai aussi. On va regarder si l'éclairage fonctionne à l'avant, à l'arrière. Le feu stop. Et là, je commence à avoir une bonne idée du matériel. Il me semble en bon état. Moi, personnellement, ce que je demanderais, c'est d'aller l'essayer. Je vérifierai énormément le niveau de batterie. Plus grand le tour vous ferez d'essai, plus vous serez rassuré. Parce que la batterie, franchement, c'est le nerf de la guerre. C'est un des trucs qui coûte les plus cher sur une machine aussi simple que ça. Moi, ce que j'aurais trouvé comme astuce pour vérifier un peu l'état de la machine, soit de faire un ride de 20 km, mais je pense que par rapport au vendeur, ça peut être compliqué. Mais en tout cas, d'en faire 5, 2,5, 5. Et puis après, je fais un ratio. Par exemple, 5 km, je devrais perdre à peu près 25% du niveau de la batterie. Autre chose, je demanderai les conseils d'entretien de la machine. Est-ce que le vendeur vous conseille de gonfler les pneumatiques, de vérifier ce que je vous ai dit? Si c'est le cas, c'est forcément quelqu'un de soigneux. S'il n'y connaît rien, on peut imaginer que depuis 1 an, s'il ne vous conseille pas de faire la pression des pneus, lui-même ne l'a pas fait. Donc vous pouvez vérifier, mais sachez par exemple sur une Xiaomi qui a roulé dégonflé, l'intérieur et la structure du pneumatique, elle est morte en général et c'est comme ça, ça crève de l'intérieur ces pneus-là. Donc on a fait le tour, on est sur le point de concrétiser la vente. Si vraiment vous ne sentez pas le truc, moi je vous conseille de passer à autre chose. Honnêtement, vous aurez plus gagné votre temps à prendre le temps à trouver la bonne machine et à l'acheter que de vous précipiter. Vous avez plus de chances de trouver des gens qui veulent prendre votre argent et se débarrasser de leur machine plutôt que de personnes qui veulent vous faire un cadeau et vendre ou brader la machine. Donc quand c'est trop beau, prenez le temps. N'hésitez pas à vous donner le délai de réflexion. Mettez ça sur le dos de votre conjointe, de votre maman, de n'importe qui en disant je suis obligé de lui en parler avant d'acheter et puis vous verrez bien. Évitez de sortir l'argent trop tôt, de faire la personne trop emballée. Il y a un point aussi très important. Si le modèle que vous convoitez est équipé d'une batterie qui se sécurise avec une clé, carrément un Eman, si vous avez la clé de contact comme on peut avoir ici sur la Z8 Pro, c'est-à-dire la petite cartelette, eh bien normalement vous êtes renseigné avant, minimum ces 2 clés, réclamez immédiatement les 2 clés avant la transaction. Les vendeurs qui vous disent « vous inquiétez pas, la 2e clé elle est en haut, je vais vous l'envoyer ou je vous la file demain », 9 fois sur 10, vous ne reverrez jamais le 2e jeu de clés. Ou alors, c'est le moment, avant la transaction, de faire baisser le prix de vente et d'inclure les parties manquantes. Donc vous êtes
quasiment sur le point d'acheter, n'hésitez pas à demander une petite carte d'identité pour vérifier à qui vous l'achetez. Ce qui peut être sympa aussi, comme ça vous aurez une fois pour toutes les coordonnées du vendeur. On ne sait jamais hein, si quelques jours après on vous dit bah ça c'était ma trotte. Si vous faites un petit certificat, alors c'est pas obligatoire, mais ça rassure, un petit certificat sur papier libre, vous marquez le nom avec la pièce d'identité du vendeur, son adresse, etc. et les références de la machine, et puis même le numéro de série, hein, à condition d'aller vérifier sur la machine que c'est bien la bonne. Et du coup, bah, vous faites votre transaction en toute sérénité, vous savez à qui vous avez affaire et vous êtes bien parti pour faire un bon achat. Avec tous ces conseils, j'espère vraiment que vous trouverez votre bonheur et surtout, vous pouvez les appliquer à la sortie du printemps ou une fois de temps en temps, faire le tour de sa machine, ça vous permettra de rouler toujours en bonne sécurité. Si vous avez d'autres conseils, mettez-les en commentaire. Moi, je suis toujours ouvert à la discussion. Si vous oubliez des trucs, c'est d'ailleurs là que vous les trouverez. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la petite cloche. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos. Me mettre un pouce bleu parce que ça me fait vraiment toujours plaisir. Ça montre que mon contenu vous plaît énormément. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.